Salut à tous, merci d'être avec nous. Je suis Théo et c'est un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire sur Alley-Oops Rivals. Semaine magnifique cette semaine avec des perfs monstrueuses. 9 perfs à plus de 40 points signés Anthony Davis, Westbrook, Lillard, Harden, Walker, Jamal Murray, Kawhi Leonard et Joel Embiid. On va revenir sur tout ça dans ce podcast. Un gros podcast Victor nous attend. On va déjà commencer par te saluer. Salut tout le monde. Comment vas-tu? C'est un plaisir de revenir et j'ai passé d'excellentes fêtes, j'espère que toi aussi. Et l'année commence très très bien. Alors, en NBA, l'année commence effectivement très très bien. On a eu une semaine phénoménale. Il commence 2019 en trombe. Oui. Bon, c'était assez attendu, hein, remarque, mais c'est vrai que les stats sont très très intéressantes. Et ce, depuis le Christmas Day, t'étais pas la semaine dernière. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de ce Christmas Day? Et j'ai pas pu tout voir, on va pas se mentir, mais très très intéressant, des matchs fous. Assez peu de surprises, il me semble que les favoris ont respecté leur rang, mais on a eu des perfs exceptionnels à droite à gauche, nous on va sûrement revenir dessus tout au long de ce podcast. Ouais, enfin, tu nous dis surtout que du coup, quand t'as pas de podcast à tourner, tu travailles pas, quoi. Faux. Allez, on va commencer, comme je te disais, Victor, on a beaucoup de choses à traiter. Et première chose, les votes pour le NBA All-Star Game ont été ouverts. Vous pouvez d'ailleurs tous voter sur le site nba.com ou sur l'application NBA. Moi, je voulais savoir un petit peu, Victor, quel était ton 5 à l'Est et à l'Ouest. Alors, je sais que la nouvelle formule est un peu différente. On sait, c'est deux capitaines qui vont devoir choisir, mais ils vont devoir choisir parmi ces 10 joueurs-là. Alors, donne-nous un peu tes petites équipes. Bon, je vais faire dans le assez classique, hein, à l'ouest, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Je vais mettre en meneur, en poste 1, ce sera évidemment Steph Curry, avec Harden à côté de lui en poste 2. J'ai hésité longuement pour le poste 3, mais je vais le donner à Kevin Durant, qui fait quand même une très très bonne saison, bon, comme à l'accoutumée, mais voilà, et donc il est dans mon 5 majeur. Poste 4, ce sera évidemment LeBron James et Anthony Davis en pivot. J'ai longuement hésité aussi à mettre Rudy Gobert parce que il est français. Mais malheureusement, Anthony Davis c'est si fort que il n'y a pas vraiment débat. Ouais, on espère que Rudy y sera, mais en remplaçant, ça va être compliqué d'être Anthony Davis. Alors juste, moi j'ai fait la même équipe, j'ai juste remplacé KD par Paul George qui lui aussi fait une semaine monstrueuse. Ouais, il faut le souligner aussi. Il est exceptionnel cette saison. Il met tellement de shoot, c'est fou. Alors que la saison dernière, il avait un peu plus de mal dans la finition. Là, Ouais, va sûrement y avoir un des deux qui va être déçu. Pour l'instant, si je dis pas de bêtises, c'est KD qui est en avance sur les votes. ouais, il me semble en effet. Donc à voir pour la suite. Du coup, à l'Est. À l'Est, pareil, assez classique avec en poste 1 Irving qui fait une très très grosse saison, notamment au scoring. Poste 2, je mets Ben Simmons qui alterneront les deux à la main parce qu'on sait Simmons en poste 2, c'est pas son poste de prédilection. Surtout, on sait qu'il a un shoot qui est pas encore au point, donc poste 2 c'est compliqué pour lui. Il n'a pas de shoot. Voilà, on peut le dire. Donc il sera plus en poste 1 à la main avec Kyrie. En poste 3, bon, moi j'ai Kawhi Leonard qui fait une saison monstrueuse avec les Raptors. Évidemment, Giannis Antetokounmpo en 4. Et puis Joel Embiid en pivot qui est vraiment hyper dominant et qui marche sur toutes les raquettes. Les deux, ça va faire une raquette monstrueuse. Je sais pas si pour un All-Star Game, quand on sait que c'est une avalanche de 3 points et de dunks, là les dunks, ça va y aller. Ouais, on va être servi à mon avis. Alors moi, juste petite surprise, je n'ai pas mis Ben Simmons et j'ai mis Bradley Beal, le joueur des Wizards. Alors oui, les Wizards vont très mal, mais le peu de victoires qu'ils ont, c'est grâce à lui. Il fait régulièrement des perfs à plus de 30. Il est 14e meilleur marqueur de la NBA. Je pense que ça peut se saluer. Je ne pense pas, mais bon, les Wizards sont trop mauvais pour espérer placer un joueur dans le 5 majeur du All-Star Game. Donc à mon avis, il n'y sera pas. J'aime cette franchise. Merci Victor. On va pouvoir attaquer avec les news de la semaine. Et on en a pas mal. Alors on y va, c'est parti pour les news de la semaine. Jingle. Allez, c'est parti, on commence avec une première news statistique sur Kawhi Leonard, le joueur de Toronto, l'ancien joueur des Spurs, on le sait bien, qui était parti à Toronto et qui n'était pas forcément très content d'avoir été tradé. Et bah, finalement, il semble enfin s'épanouir dans sa nouvelle équipe, puisque mardi, il a fait son plus beau match en carrière avec 45 points à 16 sur 22 au tir, c'est-à-dire quand même 73% de réussite au tir.
phénoménal et de très bon augure pour la suite de la saison des Raptors. Oui, à voir s'il va pas rebattre son record pour son retour à San Antonio, qui est d'ailleurs, bah alors, à l'heure où on tourne ce podcast, le match n'a pas eu lieu, mais en revanche, à l'heure où il sortira, le match aura lieu, peut-être un record. Et on le débriefera en tout cas la semaine prochaine Exactement. dans le prochain podcast. Une autre info, John Wall, on parlait des Wizards. Ouais, il est blessé au talon depuis un certain temps en fait, et il voulait pas encore subir d'opération chirurgicale pour aider ses copains à atteindre les playoffs cette saison. Il semblerait que ce soit mal embarqué et du coup il va subir une intervention au talon gauche et devrait donc être absent entre 6 et 8 mois. Donc il ne devrait pas rejouer cette saison. Ouais, c'est une fin de saison pour lui. On le sait, hein, il voulait aider son équipe effectivement à approcher ses playoffs. On s'en est bien rendu compte, ça sera pas possible. Donc autant le faire maintenant. De toute Exactement, façon, pour en prévision de la saison prochaine en l'occurrence. exactement. Une autre info statistique, et celle-là, elle est vraiment impressionnante, puisque c'est un record historique en NBA, un 5x5 de Youssouf Nurkic. Alors, si ça se trouve, vous n'avez jamais entendu parler de ces statistiques, c'est-à-dire que qu'il a compilé au moins 5 unités dans 5 catégories statistiques différentes, chose qui arrive ultra rarement, puisque c'est arrivé seulement 3 fois sur ces 3 dernières années. Draymond Green en 2015, Anthony Davis un peu plus tôt dans la saison, et donc le fameux Youssouf Nurkic. Mais à la différence, c'est qu'il a réalisé cette performance en compilant plus de 20 points et 20 rebonds, c'est-à-dire pour un bilan total de 24 points, 23 rebonds, 7 passes, 5 contres et 5 interceptions. Phénoménal. Ouais, match plus complexe ça me semble difficile, si je Et- peux me permettre. Alors pour information, si vous ne connaissez pas ce joueur, c'est le pivot de Portland qui faisait pas forcément une très grande saison, même s'il aide régulièrement Portland. Mais là, il a fait un match monstrueux. Le meilleur de sa carrière, sans aucun doute. Allez, et puis info suivante, une petite bombinette là qui nous a lâché LeBron James. Ouais, qui s'est exprimé dans sa série The Ringers, et il a parlé du titre honorifique de meilleur joueur de l'histoire du basket. Et il a simplement dit que bah, c'était lui, depuis la victoire en finale contre Golden State, où on le rappelle, en 2016, ils avaient remonté un déficit de 3 victoires contre une pour s'imposer après 2 matchs à l'Oracle Arena et remporter ce titre. Le premier d'ailleurs depuis plus de 50 ans à Cleveland. Et du coup, LeBron James estime que cette victoire et ce titre en 2016 fait lui le meilleur joueur de tous les temps, donc devant Michael Jordan. Est-ce que le débat du meilleur joueur de tous les temps ne serait pas relancé une nouvelle fois grâce à LeBron lui-même? La vraie question, c'est est-ce qu'il s'est déjà terminé un jour, peut-être. C'est un débat qui revient tous les ans, tous les mois, toutes les semaines parfois. Alors oui, cette remontée, c'était une remontée historique. C'était la première fois qu'en finale NBA, on passait d'un 3-1 à un 4-3. Est-ce que ça suffit pour le faire être le meilleur joueur de tous les temps? On avait eu ta réponse, Victor, c'était un non. Ça le reste, hein, ça reste un nom. Maintenant, il a raison dans le fait que c'est historique et que ça fait de lui un très 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 grand joueur. Maintenant, est-ce que De toute c'est le plus façon, grand joueur de tous les temps? Je ne sais entre pas. LeBron James et Michael Jordan, ils sont un et 2. Après, chacun fait un peu son classement comme Oui, il voilà, veut, mais exactement. on sait qui sont au-dessus. Allez, et puis petite mention spéciale pour notre Frenchie Evan Fournier, qui vient de réaliser son second buzzer beater de la saison. C'était dimanche contre les Pistons de Blake Griffin. Fournier a réussi un flotteur au buzzer afin d'arracher la victoire devant son public. Son deuxième, du coup, après celui réussi face à Cleveland. Ça fait plaisir parce que ça montre que son coach lui fait confiance et qu'il dessine les actions en fin de match et qu'il travaille pour lui. C'est vraiment de bon augure et ça montre qu'il est bien installé dans cette franchise. C'est ça qui est fort parce qu'on sait qu'en ce moment, le vrai bon joueur, entre guillemets, de cette équipe, c'est Vucevic, qui enchaîne les très très grandes perfs. Et du coup, le coach lui donne quand même la main et le dernier shoot en fin de match, alors qu'il pourrait le donner à Vucevic, qui enchaîne les matchs à plus de 20 points et qui est très très décisif également. Donc c'est très très intéressant pour Evan. Et on espère que ça va continuer. Allez Victor, on va maintenant rentrer dans un petit débat sur un autre Frenchie. C'est quelque chose qu'on fait pas, mais là on voulait un peu s'y attarder parce qu'il est rentré dans un top 50 en NBA. On va parler de Tony Parker, notre maintenant vétéran en NBA. On le rappelle, c'est le premier Français à évoluer en NBA. Il a été drafté en 2001, ça commence à dater maintenant. On va donc un peu revenir sur lui. Première stade, Victor, il est du coup entré dans le top 50 au nombre total de points marqués avec un peu plus de 19 250 points. Euh,
ça commence à être du très très haut niveau. Ça fait une belle petite perf et il a pas fini sa carrière. On sait que c'est sa 18e saison et qu'il veut atteindre les 20 saisons. Peut-être que c'est une stat qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais sur ses donc, 2 ou 3 dernières saisons en carrière, il pourrait atteindre la barre symbolique des 20 000 points en carrière, ce qui serait monumental pour un Français, hein, tout simplement. Absolument, et on peut en parler tout de suite. C'est donc effectivement sa 18e saison en NBA. Il est donc 20e dans ce classement un peu des dinosaures. Au vu de son très bon début de saison, effectivement, on peut espérer qu'il fasse une 19e saison et une 20e. S'il en fait une 10e, il sera déjà 9e dans ce classement. Il peut pourquoi pas aller titiller ceux qui ont joué le plus longtemps. Ouais, après les 20 saisons, ça veut dire qu'il lui en reste au moins 2. Il s'approchera de 37-38 ans. Est-ce que ça suffira pour continuer ensuite dans une équipe où il sera un joueur cadre et suffisamment, où il jouera suffisamment pour continuer? C'est pas encore sûr, on verra. Enfin, l'avenir nous le dira, Ouais, comme ouais, on dit. c'est une très bonne remarque, mais déjà on se posait la question avec cette signature à Charlotte, et puis on se rend bien compte qu'en sortie de banc, Ouais, il répond clairement présent. ouais, il est là, il fait quelques belles perfs, et puis quand on a besoin de lui, il est là, il soutient parfaitement Kemba Walker, il lui permet d'ailleurs de parfois jouer deux, puisqu'il prend la main, et ça fait beaucoup de bien, et ça marche très fort. Autre stat qui est un petit peu une suite logique, il a disputé 1229 matchs de saison régulière. 34e joueur à avoir joué le plus de matchs. Il aurait pu être encore plus haut, mais on le sait. Il a eu quelques petits pépins physiques, comme notamment l'année dernière, les 27 matchs ratés à cause de sa blessure au quadriceps. Mais c'est quand même plus de 1200 matchs joués. C'est phénoménal. Il est même 5e sur les joueurs en activité, derrière Dirk Nowitzki, l'Allemand, qui lui aussi est phénoménal. On ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Du grand Tipeee. Ouais, du grand début. Puis comme on l'a dit, s'il continue encore 2 ou 3 saisons, bah, il pourrait presque atteindre les 1500 rencontres, hein. C'est bon, ça pourrait être compliqué à dépasser ce chiffre, mais s'il continue comme ça, bah, il va continuer à accroître son record. Ouais, en tout cas, quand on voit des stats comme ça, je sais pas ce que t'en penses, mais on est fiers d'être français. Tu m'étonnes. Allez, on enchaîne du coup avec la question de la semaine qui là encore va être sujet à débat. Beaucoup de débats aujourd'hui, vous vous en rendez compte. Du coup, on enchaîne avec la question de la semaine. Jingle. Allez, et cette saison, Victor, on le sait, hein, c'est clairement une orgie offensive. La défense est souvent en grande majorité absente. Et puis certains joueurs en profitent tellement qu'ils finissent même par banaliser des performances qui sont pourtant extraordinaires. Par exemple, hein, ils sont déjà 8 à avoir franchi la barre des 50 points. On y reviendra. C'est juste dingue. Alors la question, Victor, alors on le sait, hein, c'est l'une des saisons les plus prolifiques de l'histoire. On le voit dans les statistiques. Mais alors, avons-nous la meilleure génération de basketteurs sous les yeux? Je pense que c'est tôt pour parler de meilleure génération de basketteurs. On sait, tout est porté sur l'attaque alors que dans les années précédentes c'était plus défensif. Donc les attaquants avaient moins d'espace entre guillemets pour s'exprimer, peut-être moins de shoot pris aussi. Alors que cette année, avec notamment le changement de règle après le rebond, au lieu d'avoir 24 secondes, on n'a que 14, donc évidemment plus de shoot. Ce qui explique les grosses perfs à la fois individuelles et collectives. Ce qui explique les gros cartons à 140 points parfois. On sait que les Nets sont très forts là-dedans. Ils en ont mis au moins 4 cette saison, des perfs à plus de 150. Donc c'est très fort, mais c'est principalement par rapport au changement de règles. Je suis pas encore entièrement d'accord pour dire que c'est la meilleure génération de basketteurs. On a eu beaucoup des basketteurs très très forts auparavant. Est-ce que s'ils jouaient maintenant, ils en marqueraient autant? On le saura jamais. Ouais, mais moi, là où je voudrais en venir, c'est que, alors effectivement, hein, un joueur, si on prend Michael Jordan, si on prend Will Chamberlain à son époque, qui étaient des joueurs monstrueux, c'est vraiment un collectif. Là, on a quand même un lot de très bons basketteurs. On va quand même nommer les 8 joueurs qui ont dépassé les 50 points cette saison. On a Kemba Walker qui en avait mis 60, James Harden par 2 fois, Klay Thompson, Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Derrick Rose et Blake Griffin. Ouais, Ça fait quand même un bon petit lot. ça fait un bon paquet et avec des joueurs qu'on n'attendait pas forcément. Kemba Walker qui claque un match à 60 pions. D'ailleurs, on le rappelle, il avait perdu sur ce match. Mais c'est quand même une perf monumentale. Pareil, Klay Thompson, bon, il est plus à même à en faire, notamment grâce à son shoot à 3 points, mais on ne l'attendait pas forcément. Et la plus grosse surprise pour moi, c'est Derrick Rose qui avait longtemps été blessé et peinait à trouver son niveau.
là qui claque un match à 50 points sur cette saison. On en avait parlé, c'est un retour, je suis C'est très content phénoménal, pour lui, voilà, c'est ça phénoménal. fait extrêmement plaisir en plus, donc c'est vraiment très intéressant. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de joueurs à plus de 50, et on voit aussi qu'il y en a d'autres qui s'en rapprochent beaucoup, hein. Il y en a 6 qui ont fait des perfs à plus de 40, entre 40 et 50, avec Ouais, même notamment au-dessus de 45, hein. au-dessus de 45, ouais, pardon, avec Kawhi Leonard, donc on l'a dit, qui a claqué son record cette semaine à 45 points. Lillard aussi, Antetokounmpo, bon, plus classique. Pareil avec Anthony Davis et Russell Westbrook à plus de 40. Et Paul George aussi, on l'a vu, a été plusieurs fois dans notre top MVP, qui a donc calé un match entre 40 et 50 points. Ouais, c'est pour ça, ça fait quand même 14 joueurs à faire des perfs à plus de 45 points ou plus de 50 points. Moi, franchement, je trouve ça fort. Klay Thompson, qui a d'ailleurs dans une interview déclaré cette semaine que pour lui, cette génération de basketteurs était capable tous les soirs de planter plus de 50 points. Ouais, je suis assez d'accord avec lui. Les bons shooters peuvent prendre feu très rapidement, notamment derrière la ligne des 3 points, et du coup ça peut aller très vite en termes de scoring. Ouais, clairement, on le sait, l'accélération du jeu et le fait que les joueurs tirent plus à 3 points, forcément, ça favorise ce scoring qui augmente. Juste pour des petites statistiques, hein, on voit quand même que en moyenne, on est passé de 102 points par match sur 100 possessions l'année dernière à 110 cette année, quand même plus 8 points. Le plus gros changement, c'est Sacramento, qui a certes une meilleure équipe et est meilleure cette année, mais qui est passé de 98 points en moyenne l'an dernier à 115 cette année. Ouais, ce qui est phénoménal, là ils font un bond en avant qui est fou, plus 17 points sur un seul match. En moyenne, c'est incroyable, et du coup ça se ressent en classement où l'année dernière ils n'avaient pas la moindre chance d'accéder aux playoffs. Là cette année ils seront sûrement dans la course. Ça peut être encore un peu compliqué parce que défensivement ils n'arrivent pas à bloquer tout simplement l'accès à leur cercle, et ils n'arrivent pas à être suffisamment bons défensivement pour gagner tous leurs matchs, mais ils vont être de sérieux concurrents pour la 8ème place sûrement à l'ouest. Ouais, ça fait une bonne transition, enfin une bonne parenthèse pour vous rappeler qu'on va tourner prochainement un podcast de mi-saison, sûrement entre la fin du mois de janvier et mi-février, avant le All-Star Game, pour parler un peu, pour faire un bilan des équipes et des candidats au titre en playoff et puis à la victoire finale. Oui, sachant qu'il y a pas mal de surprises cette année, surtout à l'ouest où Denver est en tête pour l'instant. J'avais dit personnellement que ça durerait pas, ça a l'air de bien durer quand même. À voir si ça durera On jusqu'à la verra, fin de on fera saison. un point, n'en parlons Mais pas voilà. trop tout de suite, ce sera pour un autre jour. Juste pour revenir et terminer un peu sur notre débat, pour apporter un peu un œil de coach sur l'aspect défensif, on en parle, hein, la défense est peu présente avec beaucoup de problèmes défensifs, beaucoup de problèmes, notamment lors du repli en transition. On se rend compte que les joueurs sont perdus sur le terrain, qui ne savent plus qui prendre, et puis ça finit souvent par un 3 points encaissé, parce que forcément en NBA, un 3 points ouvert égale un 3 points. Il y a aussi parfois peu d'aide. C'est-à-dire que c'est du 1 contre 1 et lorsque le joueur est passé, C'est fini. il a l'accès au cercle. Ouais. Et ça, c'est pas normal. Il faut que ça soit plus dur. Et il faut pas attendre les playoffs pour défendre parce que certaines équipes, si elles défendent pas maintenant, elles n'y seront pas. Comme Sacramento par exemple, qui devra s'appuyer fort sur une défense, sinon ils passeront pas. Donc du coup aussi pour revenir un peu sur les gros scoring, et sur le fait qu'il y a beaucoup plus de tirs à 3 points, tous les joueurs ne tirent pas à 3 points. Par exemple Kawhi, dans son record à 45 points, il n'a pas marqué un seul shoot derrière l'arc, donc il marque quand même 45 pions, donc dans la raquette à 4-5 mètres, et au lancer sans tirer à 3 points. Et ça c'est une très grosse perf, hein, parce que tous les gros scoreurs marquent vraiment souvent à 3 points et prennent surtout leur shoot derrière l'arc. Quand on voit Steph Curry ou James Harden, ils se lèvent à 9 mètres, à 10 mètres, et c'est là qu'ils prennent Et leur shoot. avec une facilité déconcertante. Alors que Kawhi ne fait pas ça et marque quand même ses pions, donc ça reste intéressant Ouais, ça permet un noter peu ça. de mettre un petit bémol à ce qu'on dit. Forcément, c'est un peu un contre-exemple et c'est sympa de voir qu'il y a encore des joueurs qui sont capables de ne pas abuser du tir à 3 points et de venir marquer près du cercle. C'est pas le seul, puisqu'on sait que Ben Simmons n'a pas de shoot et a même marqué beaucoup de points. Et Giannis Antetokounmpo aussi a un shoot assez délicat à 3 points. C'est pas un cador comme Curry, Harden ou d'autres. Et du coup, eux sont plus dans la transition et dans l'impact offensif, parce que physiquement, c'est des monstres. Et du coup, ils sont plus à même à aller chercher les lay-ups ou les gros dunks comme ils savent bien faire. Allez, en parlant de ces gros joueurs, on va enchaîner sur les meilleurs joueurs de cette semaine. Qui ont été les meilleurs joueurs, Victor? On va voir ça dans un instant. Alors, restez avec nous.
Allez, on commence tout de suite, Victor, par la performance de la semaine qui, cette semaine, se transforme en les performances de la semaine. On a tellement eu de grosses perfs qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord et du coup, on en a gardé deux. Ouais, on va commencer par Anthony Davis qui, lors de la victoire des Pelicans contre Dallas, a fait un match phénoménal. À 48 points, 17 rebonds, 4 assists, 2 interceptions de bloc. Ça plus classique pour lui. Mais surtout, ce qui est intéressant de noter, outre ces 48 points, c'est qu'il shoot à 62% au tir. C'est tout simplement phénoménal. C'est-à-dire qu'il prenait un shoot et ça rentrait, quoi. Quasiment, hein. Ouais, là, c'est aussi un match où je crois qu'il ne shoot que 2-3 points, que d'ailleurs il rate. Donc, c'est aussi 43 points marqués dans la peinture en grande partie. Encore une fois, ça montre comme Kawhi Leonard que c'est des joueurs qui sont capables de marquer près du cercle. Et oui, en effet, il était dans un grand soir. Ça, à n'en pas douter. D'ailleurs, on notera aussi qu'il a fait une très très grosse perf la nuit dernière où il a marqué plus de 30 points et a ajouté 24 ou 26 rebonds, je sais plus 24 rebonds, exactement, ouais. ce qui est son record en carrière. Et ça aurait pu également être une perte de la semaine, mais il est suffisamment fort pour faire des perfs encore mieux que celle-ci, ce qui explique pourquoi on a du mal à choisir. Ouais, et on en reviendra parce que il sera dans nos meilleurs joueurs de la semaine. Une deuxième paire du coup, Victor. Qui revient à James Harden, on l'a beaucoup nommé sur ces derniers podcasts. Et donc cette semaine, évidemment, il continue à être exceptionnel. Et donc lors de la victoire de Houston contre Memphis, il a claqué un nouveau triple-double à plus de 40 points. Avec 43 points, 10 rebonds, 13 passes. Il ajoute 2 interceptions. Et puis surtout, il est à 50% à 3 points et il est surtout meilleur à 3 points qu'à 2 points. Puisqu'il est à 50% derrière l'arc et à seulement 42 en tout. Ce qui est pas loin d'être. Ouais, en fait, c'est très étonnant finalement. Il rate les tirs de près et il marque les tirs de loin. Tout à fait logique. Voilà, c'est quand même très très étonnant. Et bon, Harden est adepte de l'étonnant. Ouais, enfin là, à la vitesse où on va presque renommer notre site en l'appelant avec James Harden. Parce que Ça ira plus vite. c'est un truc de mal ce qu'il nous fait. On va en reparler aussi. D'ailleurs, on va en reparler là très rapidement. Mais il est tout simplement monstrueux. On va donc passer tout de suite aux meilleurs joueurs en commençant, Victor, par Paul George. Paul George, qu'on a déjà nommé un petit peu plus tôt et qui fait une moyenne de semaine encore très 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 forte avec presque 32 points, 5 rebonds, une passe à 46% de réussite. Petit bémol pour lui, il est seulement à 25% derrière l'arc, ce qui est pas terrible. En revanche, il fait pas des perfs suffisantes pour être notre MVP de la semaine et on va voir deux autres grands joueurs ont été meilleurs que lui. Ouais, ça c'est sûr. Juste avant d'en venir à ça, grâce à lui et à Westbrook, OKC est quand même troisième à l'Ouest, avec cette semaine encore 3 victoires pour seulement une défaite. OKC qui avance, il fait son petit bonhomme de chemin et qui pour l'instant seront sûrement dans le top 4 en fin de saison. Allez, du coup, on enchaîne avec Anthony Davis, le fameux, on en parlait dans la perte de la semaine, qui lui fait une semaine clairement digne d'un MVP. Une semaine à 34 points, 18 rebonds et 2 blocs. Ça d'accord, mais 34 points et 18 rebonds, c'est une très grosse semaine à 54% de réussite au tir. Il a été au four et au moulin, si vous me permettez l'expression, avec un bilan de 2 victoires et 2 défaites, donc un bilan nul. C'est un petit peu le problème de New Orleans. Ils ont du mal, ils sont, on le sait, 14e juste devant Phoenix, avec un bilan de 17 victoires pour 22 défaites. C'est un peu le problème. C'est là que Anthony Davis va sûrement avoir du mal à entrer dans la course au MVP en fin de saison. C'est que son équipe est avant-dernière du classement à l'Ouest. Et historiquement, on n'a jamais vu un MVP déjà non qualifié en playoff. Et donc 14e du classement, c'est tout bonnement Non, impossible. c'est impossible. Le seul, c'est Westbrook qui, son année de MVP, il est MVP, je crois qu'OKC termine 5e. Ils sont 7e même. Ils sont 7e, alors voilà, je dis vraiment des bêtises, mais ils sont 7e, mais c'est parce qu'il fait une année en triple-double de moyenne. Mais c'est vraiment presque la seule parenthèse. Sinon, les MVP sont à 100% du temps en dehors de ce cas-là, dans le top 4. Donc effectivement, 14e, ce sera impossible. Tout à fait. Et du coup, le titre de MVP pourrait revenir à James Harden, qu'il a déjà gagné l'an dernier. Et cette semaine, il sera de nouveau notre MVP. Pour la 3e fois, je sais même pas quel titre je vais mettre à ce podcast parce que j'ai plus d'idées. Ah voilà, c'est trop compliqué, il est si fort. Et cette semaine, presque des stats classiques finalement. 43 points, 7 rebonds, 9 passes, 1,5 blocs. Ça fait du bien de le mentionner. Ça veut dire que défensivement, il est parfois présent. C'est pas son point fort, on le sait. Il a souvent été décrié pour ça.
et ça lui fait du bien enfin ça nous fait du bien de mentionner que il prend des contres par-ci par-là. Et du coup, pour appuyer ce que j'ai dit tout à l'heure, bah, il est meilleur à 3 points que dans la raquette. Puisque cette semaine, il tourne à 47% derrière l'arc contre 41,5% dans la raquette. Donc c'est très étonnant finalement. Ouais, là, moi, je sais plus quoi dire, c'est simple. Il passe ses matchs à prendre la balle, faire un step back et tirer à 3 points. Mais ça rentre. Et ça rentre. Ouais, Donc c'est c'est tout simplement, ça qui est il faut quand incroyable. même souligner, on en parlait, enfin j'en parlais juste au début de ce podcast, du fait qu'on avait eu 9 joueurs qui avaient fait une perf à plus de 40 points, qui était exceptionnel. Lui, il est à 43 points de moyenne sur la semaine. C'est monstrueux. Et sur 3 matchs, donc ça veut dire que il frôle la perfection là à ce moment-là de. 3 matchs pour 3 victoires. D'ailleurs, Houston qui remonte totalement puisqu'ils sont maintenant quatrième à l'ouest avec un bilan de 21 victoires pour 15 défaites. Et clairement, on les voit dans un avenir, pourquoi pas proche, vite être top 3, top 2 et voire Ouais, top 1. top 2, je suis quasiment sûr. Top 1, ça va dépendre principalement de Golden State, je pense. Mais top 2 en fin de saison, ça me paraît inévitable. En tout cas, avec des stats comme ça, sans aucun doute que James Harden va revenir un candidat très sérieux au titre. Et d'ailleurs, Victor, juste avant de conclure ce podcast, je voudrais te rajouter une petite question sur James Harden. Donc voilà, il est en ce moment phénoménal. Est-ce qu'il peut du coup devenir, ou plutôt même redevenir, un candidat sérieux à sa propre succession à ce titre de MVP? Moi, je pense que c'est pas redevenir, je pense qu'il était déjà un candidat sérieux à sa succession. Peut-être qu'en début de saison, c'était compliqué de le voir garder son titre. On sait que c'est d'ailleurs très difficile de conserver un titre. Mais là, avec des stats pareils, s'il continue sur sa lancée, je vois pas qui peut aller le détrôner, tout simplement. Ouais, il a cette semaine, et c'est d'ailleurs des records en cours. Il a 2 records qui sont maintenant à lui. Premièrement, celui du plus grand nombre de rencontres consécutives avec au moins 35 points et 5 passes D. Il en est à 8. C'est une série en cours, peut-être la neuvième ce soir contre Golden State. Et record numéro 2, qu'il a d'ailleurs enlevé à Stephen Curry, qu'il affronte ce soir, c'est celui de plus de 5 paniers primés pour la 8e fois consécutive. Il en est à 8. Là encore, peut-être la 9e fois. Ça veut dire que ça fait 8 matchs qui met au moins 5 3 points et qui finit à 35 points et 5 passes. C'est tout bonnement incroyable. On l'arrête vraiment plus. Et comme je disais, je vois pas qui peut aller. Enfin, qui peut faire des meilleurs stats, Non, quoi. s'il continue comme ça, il est leader au scoring de la NBA. S'il continue comme ça va tout simplement être fou. Dernière petite stat avant de vous laisser. Il en est à 4 matchs consécutifs à plus de 40 points. Série en cours là aussi. Il s'arrêtera jamais. Voilà, Il là s'arrêtera jamais. je sais plus quoi dire. C'est le numéro 1 cette saison NBA. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Et je pense qu'il n'y a pas débat finalement. Allez, c'est l'heure, Victor, de conclure ce podcast, je sais. Toi, si je te laissais parler, on en aurait pour toute la nuit, donc il Ouais, faut que tu je m'étonnes. t'arrête de temps en temps. On va juste quand même voir un peu les matchs qui vont avoir lieu cette semaine, les gros matchs, parce que si on les cite tous, on n'est pas sorti de l'auberge. Premier match, un Toronto Bucks, samedi soir à 2h30. Ce sera quand même le duel pour la première place à l'Est, hein. Ouais, ça va être intéressant, surtout de voir le duel entre Kawhi et Giannis Antetokounmpo, qui font tous les deux une très très bonne saison. Et c'est vraiment un match intéressant à gagner, hein, pour n'importe laquelle des deux Ouais, équipes. si Il les faut le Bucks gagner. gagnent ce match, ils mettront deux défaites d'avance sur Toronto. Et au contraire, si Toronto gagne, eh ben, ils égaliseront le bilan de Milwaukee. Donc ça va être un gros match. Et ça leur permettra aussi de prendre un avantage psychologique en soi pour aller chercher la première place honorifique du classement à l'Est et surtout donc de pouvoir accueillir, si finale il y a de NBA, puisqu'a priori ils auront un meilleur bilan à l'Est cette saison qu'à Et l'Ouest. la première fois depuis très longtemps, effectivement, l'Est est meilleur que l'Ouest. Deuxième affiche, Victor, ce sera un petit Denver à Houston, qui sera lundi soir à 2h. Les leaders à l'Ouest donc qui se déplacent à Houston contre une équipe, on vient d'en parler, qui a gagné 10 de ses 12 derniers matchs et qui est en très grande forme pour revenir dans le top 2. Un match très intéressant. Oui, ça va pareil être un match hyper intéressant à voir. Bon, on imagine bien que James Harden va s'enflammer et risque de claquer un match à 40 points. Mais en face,
Un Jamal Murray qui peut s'enflammer, Nikola Jokic qui est très très bon cette saison, qui enchaîne les triples-doubles aussi. On le mentionne assez peu parce que c'est des triples-doubles où il est moins présent au scoring, mais il me semble là récemment il en a fait un autour de 20 points, il a rajouté 16 passes D, donc il est très très solide dans ce qu'il fait. On en parle assez peu, mais il faut le souligner, et c'est surtout grâce à lui que Denver est en tête actuellement à l'ouest. Ouais, des stats excellentes. Et enfin, Victor, un dernier match. Milwaukee encore à Houston. Toujours Houston qui va recevoir deux grosses équipes à la maison. Ce sera mercredi soir à 2h du matin encore. Ils vont donc avoir du boulot, hein. Les leaders à l'ouest, puis le leader à l'est. Ça va être quand même deux matchs importants, peut-être un tournant dans cette saison pour eux. Bah écoute, ça leur permettra de se tester face à des gros, parce que sur leurs 10 ou 12 derniers matchs, ils ont eu des équipes un peu plus abordables, entre guillemets, plusieurs fois Dallas, C'est vrai. peut-être Phoenix, il me semble aussi, je ne sais plus. Mais là, contre deux gros, mais ils pourront se jauger et voir. Ouais, ils vont devoir prouver leur niveau. Ça va être intéressant. Alors évidemment, James Harden va nous sortir des grosses perfs. Je pense qu'on en parlera seulement si finalement il fait pas des grosses perfs. Exactement. Ça nous prendra moins de temps. Oui, c'est clair. Et on n'oublie pas aussi que cette nuit, donc à l'heure où on tourne ce podcast, il y aura le match Golden State contre Houston. Donc encore une fois, un match hyper relevé pour les Rockets. Match qu'on va regarder ensemble, Victor, juste après ce podcast d'ailleurs. Match très intéressant. Allez, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous écrire vos petits commentaires, à nous dire qui a été votre MVP et puis à nous donner des idées de rubriques. J'espère que ce podcast vous aura plu. Passez une très bonne semaine NBA et on vous dit à la semaine prochaine. Salut!